Et donc, on prend quelque chose qui est comme ça et qui va vraiment suivre la distribution de matière dans le noyau. À ce moment-là, ce potentiel, on l'appelle le potentiel de Woods-Saxon. Et il va s'écrire de cette forme-là. Toujours un terme moins V0, le moins V0 qu'on avait dans le gaz de Fermi, mais avec un effet de Bohr autour de grand R qu'on exprime de cette façon-là, avec petit a qui est de l'ordre de 2 Fermi. C'est ce qui permet de reproduire un peu cette épaisseur de peau sur le potentiel, donc sur le bord du noyau. D'accord? Et bien, même avec ce potentiel, on ne retrouve pas les nombres magiques. Voilà. Donc c'est sans doute meilleur, mais il y a un dernier ingrédient qui nous échappe. Et ce dernier ingrédient, c'est ce qu'on appelle le couplage entre le moment angulaire de spin et le moment angulaire orbital. Donc ce qu'il manque, c'est ce qu'on appelle le couplage spin-orbite. Spin, c'est pour S, et orbite, c'est pour l'orbital, L, avec l'effet de répulsion centrifuge qu'on a déjà vu. Non. Alors, à ce niveau-là, il faut préciser que c'est un effet qui existe en physique atomique et qu'on a simplement transposé au cas nucléaire. Et on a bien fait parce que, je vais faire une petite pause là-dessus, on a bien fait parce que dans l'interaction forte, finalement, l'orientation du moment angulaire intrinsèque de chaque nucléon qui interagit avec un autre est très importante. Autrement dit, l'interaction forte est très sensible à l'orientation des spins des nucléons qui interagissent ensemble. Autrement dit, si vous avez un neutron ou deux neutrons, suivant que le premier a son spin comme ça, le deuxième a son spin comme ça, ou le premier est comme ça et le deuxième est comme ça, ils ne vont pas du tout interagir de la même façon. L'interaction va être beaucoup plus forte dans ce cas-là. Interaction forte entre les nucléons, plus intense dans ce cas. Dans ce cas-là, on a une énergie de liaison qui est très faible, qui est de 2,2 MeV. C'est-à-dire que ce noyau-là, il s'en est fallu de peu qu'il n'existe pas. D'accord? Il s'en est fallu de peu qu'il n'existe pas parce qu'il est très peu lié et il suffit de 2 MeV en moins pour que vous voyez que la masse, finalement, est très proche de la masse des parties séparées. Donc, il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de liaison. Finalement, le noyau, il n'existe pas. Protons et neutrons ne forment pas un seul et même noyau. D'accord? Dit autrement, il n'existe pas de noyau de deutérium H2 dans lequel vous ayez un proton avec un spin qui soit de 1,5 et l'édifice n'est pas lié. Pourquoi? Parce que celui-là, il est à peine lié, hein, il est peu lié. Et donc, si en plus, vous choisissez une configuration entre les deux spins qui est défavorable, qui est moins intense, clairement, ça ne marchera pas. Alors, a fortiori, ça nous permet de comprendre pourquoi celui-là, que vous ne trouverez nulle part dans les tables, parce qu'il n'existe pas, on pourrait l'appeler le diproton, d'accord? C'est un noyau d'hélium 2. Là, vous avez un proton comme ça et un proton comme ça. Il n'existe pas. Pourquoi? Déjà, celui-là ne peut pas exister, parce que vous avez sur le même état d'énergie deux protons qui ont le même spin. Ça, c'est interdit par le principe d'exclusion. OK? Donc, vous me dites, peut-être qu'on pourrait proposer celui-là. Mais si vous proposez celui-là pour le principe d'exclusion, ça va.
Mais le problème, c'est que vous vous retrouvez avec, par rapport à celui-là qui est déjà non lié, qui n'existe pas, d'accord? Qu'est-ce qui change? Vous avez une interaction aussi peu intense, puisque les spins ne sont pas dans le même sens, et en plus, vous avez remplacé un neutron par un proton, donc vous avez rajouté de la répulsion coulombienne. Donc vous avez rajouté de l'instabilité à celui-là qui est déjà trop instable pour exister dans un état lié. Et donc par simple analogie, d'abord parce qu'on a constaté que, attention, S doit intervenir explicitement ici, et parce qu'on se dit, mais finalement, la physique atomique nous donne peut-être un indice sur l'existence d'un couplage entre L et S, par simple analogie, on a proposé, deux équipes différentes, à la fin des années 40, ont proposé ce modèle-là, qui est le modèle qui reproduit la forme du noyau, mais en ajoutant un terme de couplage entre moment angulaire orbital et moment angulaire de spin. C'est ce qu'on appelle le terme de couplage spin-orbite. Cette fonction, peu importe sa dépendance avec R, retenez juste qu'elle est négative. Ce qui fait que quand L et S sont de même signe, donc positifs, vous diminuez le potentiel, autrement dit, vous avez un niveau d'énergie qui se retrouve plus bas. Plus bas que quoi? Là, on baisse le niveau d'énergie, alors que si vous avez des directions inverses, le produit scalaire est négatif et vous avez donc un terme qui augmente, vous avez une énergie qui augmente. Donc, ce que ce terme va provoquer, c'est tout simplement qu'un ancien niveau d'énergie qui était quantifié par un N et un L va se retrouver splitté en fait en deux niveaux d'énergie, un qui va être abaissé et un qui va être, c'est celui pour lequel L et S sont de même sens. Celui qui va être relevé, c'est celui pour lequel L et S vont être de sens opposé. Et c'est cette levée de dégénérescence, c'est-à-dire que c'est une dégénérescence qui existait mais qu'on n'avait pas vue, qui va permettre de reproduire les nombres magiques. Vous avez à gauche les niveaux précédents, sans le couplage spin-orbite, et à droite, ce qu'apporte le couplage spin-orbite, avec cette levée de dégénérescence, cette séparation des niveaux. D'accord? Donc, auparavant, quand vous aviez, par exemple, un L égale 0, pour le 1S, S correspond à L égale 0, vous avez bien 2 fois 2L, ça fait 0 plus 1, ça fait 2. Ici, P, L égale 1, ça me fait un 2 fois 2 plus 1, donc ça fait 6. Vous voyez? Donc à chaque fois, à partir des niveaux identifiés par l'équation de Schrödinger, on connaît le nombre de nucléons à caser et on voit apparaître ou pas des nombres magiques. Alors 2, ça marche, 8, ça marche, 20, ça marche, parce que par contre, au-dessus de 20, ça ne marche plus. Les nombres magiques identifiés ne sont pas ceux qu'on voit dans la nature. Ce ne sont pas les valeurs expérimentales qu'on voit apparaître. À partir du moment où on fait intervenir le couplage entre L et S, le bon nombre quantique, ça va être, qui va donner la bonne dégénérescence, c'est la somme de L et de S. C'est petit j, le moment angulaire, le nombre angulaire total de chaque nucléon. Et là, vous voyez que 2j plus 1 prend des valeurs différentes, plus petites forcément, pour chacun des niveaux ou des couches, ou on dit même des sous-couches, parce que vous voyez qu'on n'a plus la couche 1P, par exemple, on a la couche 1P 3,5 en dessous et 1P 1,5 au-dessus. Okay. Alors pourquoi 3,5 et 1,5? Parce que pour P, c'est-à-dire L égale 1, vous avez à ajouter L égale 1 à S égale 1,5. Alors soit vous faites 1 moins 1,5 et ça fait 1,5 quand ils sont de signe inverse, soit vous faites 1 plus 1,5 quand ils sont de même signe, L et S, et ça fait 3,5.
Et vous voyez bien que le niveau 1P3,5, quand L et S sont de même sens, est bien inférieur en énergie à celui où ils sont de sens opposé, c'est-à-dire 1P1,5. Et l'analogie, elle est en fait de considérer que le noyau, c'est comme une grande salle de bal. D'accord. Bon, Maria Mayer, elle était autrichienne, donc elle devait aimer la valse. Et donc, vous considérez le noyau comme une grande salle de bal. Et le moment orbital de votre nucléon dans le noyau, c'est en fait, donc c'est L, c'est en fait la trajectoire d'un couple de danseurs, ok, comme ça, hein. Là vous avez R, là vous avez P, donc c'est en fait la trajectoire d'un couple de danseurs, de valseurs, sur la piste de danse. Ce qu'elle dit, ce qu'elle propose comme analogie, c'est de dire que quand elle, c'est-à-dire la façon qu'ont les danseurs de tourner dans la salle, ici vous voyez dans ce sens-là, le sens anti-horaire, et se fait dans le même sens que leur mouvement de rotation propre sur eux-mêmes. D'accord. Il y a un mouvement global, et puis il y a un mouvement de rotation sur soi-même. Quand on danse la valse, il y a deux rotations, hein. Il y a une grande rotation à l'échelle de la salle, et puis il y a une rotation locale. Quand la rotation locale se fait, c'est S en fait, hein, se fait dans le même sens que la rotation globale, essayez, si vous avez un partenaire de danse, c'est plus facile. D'accord? C'est plus facile, l'énergie est plus basse, ça demande moins d'énergie, moins de concentration. Donc, le niveau quantifié d'énergie du nucléon correspondant à ce couple de valseurs est plus bas dans le puits de potentiel. Alors que si le couple de valseurs, le nucléon, essaie de tourner lui-même dans un sens différent, donc qui serait comme ça, même différent, même complètement opposé à son sens de rotation orbitale, c'est beaucoup plus difficile. Autrement dit, l'énergie doit être plus grande. La première colonne, c'est ce que contient chacun des niveaux d'énergie. Donc, vous avez le nom complet avec ce terme de couplage spin-orbite du niveau d'énergie, 1s, 1,5, c'est le plus petit. Nombre quantique principal, 1. Nombre orbital correspondant à un L de 0, c'est S. Et ensuite, 1,5, c'est la valeur de J, c'est-à-dire du couplage entre L et S, la somme de L plus S. Donc, comme L vaut 0, c'est forcément 1,5, puisque le spin est de 1,5. D'accord? Le niveau immédiatement supérieur, 1P3,5, nombre quantique principal 1. L vaut 1, c'est P. Et c'est 3,5 pour J, parce que vous avez L qui est égal à 1 et qui se couple dans le même sens au spin pour donner le niveau d'énergie inférieur. OK? Donc, au passage, 1P3,5, 1P1,5, vérifiez en calculant leur dégénérescence à chacun. Pour 3,5, c'est 2 fois 3,5 plus 1, ça fait 4. Et pour 1,5, c'est 2 fois 1,5 plus 1, ça fait 2. Vérifiez que le nombre total de nucléons qu'on peut mettre sur les 1P3,5 et 1P1,5, 4 plus 2, 6, correspondent bien au nombre qu'on pouvait mettre dans 1P avant la levée de dégénérescence. On peut toujours en mettre 6 en tout sur du 1P. C'est juste que ces 6 se splittent en 4 qui sont plus bas et 2 qui sont plus hauts. Et à l'extrême droite, c'est ce qu'on appelle la somme des 2J plus 1, c'est tout simplement le cumul de tous ces chiffres. Et à chaque fois que vous voyez apparaître un nombre magique, c'est tout simplement que celui qui est au-dessus est beaucoup plus haut. Voilà, donc il y a des césures qui apparaissent et qui reproduisent, vous voyez, qui s'écartent de plus en plus et qui reproduisent très bien ce qu'on constate dans la nature, à savoir que les énergies de première excitation augmentent beaucoup lorsqu'on passe d'un nombre magique au nombre magique plus 1. Voilà. Correspond à la donnée d'une valeur de moment angulaire total et d'une parité pi. L'oxygène 16, on me dit bien que c'est 0 plus, et l'oxygène 17, 5 demi plus. D'accord? Donc les deux sources sont d'accord, c'est rassurant. Qu'est-ce que ça peut
me dire sur la structure de ces noyaux. Est-ce que je retrouve ces caractéristiques? Est-ce que je suis capable de retrouver, de comprendre ces caractéristiques? Pour l'oxygène 16 d'abord, regardons sur ce transparent. Voilà. Donc, pour l'oxygène 16, c'est facile. Je prends l'oxygène 15 et je rajoute un neutron, puisque je veux 8 protons et 8 neutrons. Et à ce moment-là, regardez, j'ai des couches qui sont toutes pleines. OK. Et donc, pour ce qui est de la parité, quelle que soit la valeur de L, chaque couche va me donner un terme moins 1 puissance L, le L de ce nucléon, au carré, ou puissance 4, puisque j'ai toujours un nombre pair. Donc clairement, la parité pour l'oxygène 16, elle est positive. D'accord? Maintenant, toujours pour l'oxygène 16, le moment angulaire total, pourquoi est-ce qu'il est nul? Ben, je vais redessiner un peu cette structure à la main. Et vous allez comprendre très facilement que pour l'oxygène 16, finalement, ce que j'ai, c'est sur 1s1,5, au niveau des protons, j'en ai 2. Ensuite, sur la couche 1p3,5, j'en ai 4. Et la dernière couche 1p1,5, j'en ai 2. Et j'ai exactement la même chose pour les neutrons. D'accord? 8 de chaque côté. Sur la couche 1s1,5, j'ai mj, la projection, une des valeurs possibles de j qui fait 1,5 et moins 1,5. D'accord? Donc leur somme est nulle. Ici, je vais avoir 3,5, 1,5, moins 1,5 et 3,5. Leur somme aussi est nulle. En fait, une couche pleine correspond toujours à un moment angulaire total qui est nul. De la même façon, ici, la somme est nulle. Résultat, le J total du noyau est égal à 0. Donc une règle très simple, hein, pour ne pas refaire ce détail à chaque fois, c'est que pour un noyau, ou plutôt tous les noyaux pairs, un nombre de neutrons pairs, un nombre de protons pairs, ont un J-pi qui est égal à 0 plus. On peut vérifier autant de fois que vous voulez, ça marche à tous les coups, ce qui prouve quand même qu'on a bien compris la façon dont il fallait remplir les niveaux d'énergie et que c'était une dégénérescence qui était bien imposée par J. Ça va? Vérifions pour l'oxygène 17 maintenant. Ici. On a vu que l'oxygène 17 était égal à 5 demi plus. Donc l'oxygène 17, par rapport à l'oxygène 16, il faut que je rajoute un neutron. Le niveau supplémentaire à ajouter, après un P1,5, c'est ici, 1 D 5 demi. Alors, je ne suis pas sûr. Donc, je vais revenir sur ce transparent-là. Alors, 1 S1,5, 1 P3,5, 1 P1,5, ça, c'est les 3 que j'ai déjà ici, là. Et je rajoute le 1 D 5 demi. D'accord? Donc, c'est bien 1 D 5 demi que je dois ajouter ici. Donc, je rajoute un 9e neutron tout seul à ce noyau qui correspond à un JP de 0 +, c'est l'oxygène 16. Et bien ce 9e neutron à lui tout seul va imposer les deux caractéristiques fondamentales du noyau à lui tout seul. Vous voyez que, en fait, comme il est sur un niveau dont le J est 5 demi, il va imposer le 5 demi. Comme, donc je vais plutôt le mettre comme ça, il est sur un niveau 5 demi, donc il impose le 5 demi. Et il est D sur un nombre orbital D, c'est-à-dire L égale 2.
Donc, il impose une parité plus, puisque la parité de ce 9e neutron, c'est moins 1 puissance L, donc c'est moins 1 puissance 2 plus. Donc, toutes celles-là, elles sont complètes. Donc, le J total de toutes ces couches-là, c'est 0, et la parité, c'est plus. C'est facile. Donc, il suffit de s'intéresser uniquement, quand on s'intéresse aux propriétés d'un noyau, à ces couches incomplètes. Alors, je dis C, parce que là, j'ai redessiné ce qui caractérisait les neutrons. Les protons, c'est tout complet. Donc, pareil, pour les protons, donc, pardon, ça, c'est pour ce bloc ici. Et pour les protons, comme c'est tout complet, et il y en a 8 de la même façon et qu'elles sont toutes complètes, les couches protons, c'est aussi 0, c'est aussi plus. Donc, les seuls nucléons qui vont déterminer les propriétés totales du noyau, ce sont les 2 neutrons ici. Il n'y a que eux qui vont déterminer J et pi. Alors, pi, c'est facile. D, c'est 2. Donc, j'ai moins 1 au carré fois moins 1 au carré. La parité, elle est forcément positive. On est d'accord? Et J, maintenant. J a plein de valeurs possibles. On est sur la couche de J égale 5 demi. Donc, J égale 5 demi, ça veut dire qu'en termes de projection, rappelez-vous, hein, c'est ma projection maximale, 5 demi. Hein, c'est ce J-là, mais j'ai toutes les valeurs intermédiaires dégénérées, c'est-à-dire que je peux avoir MJ qui vaut 5 demi, je peux avoir 3 demi, je peux avoir 1 demi, moins 1 demi, moins 3 demi et moins 5 demi. Remarquez, hein, il y a combien de valeurs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est pour ça que la dégénérescence est en 2J plus 1. Enfin, ça revient à dire ça. 2 fois 5 demi plus 1, ça fait bien 6. Ce sont les 6 valeurs possibles pour la projection de J associée à sa projection maximale 5 demi. C'est pour ça hein, que je vous avais fait tout ce laïus sur les moments angulaires. Hein, ça sert ici. C'est bien compris ça. Hein. Donc quand vous savez que le moment angulaire d'un nucléon sur un niveau, c'est 5 demi, ce que ça veut dire, c'est que c'est la projection maximale de ce moment angulaire sur l'axe Z, ici par exemple, hein, l'axe d'un moment d'un champ magnétique, qui vaut 5 demi, et donc qui a toutes les valeurs intermédiaires possibles entre 5 demi et moins 5 demi, par valeur entière de H bar. Donc 5 demi, 3 demi, 1 demi, moins 1 demi, moins 3 demi, moins 5 demi, ça fait 2J plus 1, ça fait 6 valeurs. Là, j'ai que 2 nucléons, je peux encore en caser 4, mais j'ai l'oxygène 18, donc je n'ai que 8 plus 2 neutrons supplémentaires. La règle, c'est que quel que soit le MJ de celui-là, par exemple 5 demi, celui-là va forcément prendre l'opposé. Il y a appariement. C'est-à-dire que forcément, si 2 neutrons sont tout seuls sur une couche, sur un niveau N, L et J, ils vont forcément s'apparier en prenant des valeurs opposées de NJ. D'accord? Ça marche aussi pour les protons? Et c'est vrai aussi pour les protons. C'est vrai, quel que soit le type de nucléon. Donc au final, ici, le J total de cet oxygène 18, ça va être quoi? 5 demi moins 5 demi, le J va être nul. D'accord? Donc le 8, 18, oxygène 8, 18, c'est du 0 plus. Et ça confirme la règle qu'on avait énoncée plus haut. Tous les noyaux pairs sont de type 0 plus. Alors, Pi qui est positif en plus. Pi est positif parce que c'est toujours celui, donc le seul à déterminer la parité, puisque tous les autres sont en couple, donc ont forcément une parité de couple qui est positive. Lui, il est sur un niveau D, autrement dit, hop, L égale 2. Donc la parité du noyau, c'est la parité du 11e neutron, c'est-à-dire que c'est moins 1 puissance 2, c'est plus. OK. Et J, grand J, Et J, du coup, voilà, c'est immédiat en fait. Hein.
C'est 5,5. Grand J, attention, quand on parle du grand J, du moment angulaire total du noyau, c'est comme quand on parle de petit j, le moment angulaire total d'un nucléon sur un niveau d'énergie. C'est la valeur maximale de sa projection qui suppose 2j plus 1 valeur, en fait, possible. Donc, quelle est cette valeur maximale de projection pour le noyau? C'est la valeur maximale de projection pour le nucléon qui décide. Autrement dit, c'est 5,5. 5,5. Exactement, ouais. Donc, l'oxygène 19, c'est un 5,5 plus. Alors, on peut vérifier. Hein. Hop, hop. Alors, vous préférez quoi? Allez, la live chart, c'est quand même plus rapide. 5,5 plus. OK. Alors, l'avantage sur le crâne, c'est qu'on les voit tous en même temps et on voit que, comme je vous l'avais dit, de 16 à 18, ils sont stables. Puis après, c'est du bêta-, c'est normal, puisqu'on on empile les neutrons, on a tendance à déstabiliser un petit peu l'édifice et à vouloir le rééquilibrer, c'est le terme d'asymétrie, en faisant de la désintégration neutrons vers protons. Et l'oxygène 20, bam, ça rebascule en 0+, puisqu'on est dans le cas d'un pair-pair. Ça va? Vous comprenez qu'on préfère cette notation, elle est plus compacte, mais c'est une notation multiple, c'est-à-dire qui suppose une dégénérescence, qui suppose que en fait, en pratique, en termes de projection, le moment angulaire total, il peut prendre 6 valeurs différentes. 2 fois J plus 1. Et à partir du moment où grand J est égal à petit j, et que petit j, c'est du 5,5, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si celui-là, il va prendre 1,5, 3,5, moins 1,5. En fait, il peut prendre toutes les valeurs. Toutes les valeurs de quoi? Du sextuplé 5,5. Donc, on dit que petit j est égal à 5,5 parce que c'est une de ces valeurs. Et comme grand J est égal au petit j, grand J aussi, c'est 5,5. Vous êtes capable ensuite de faire le remplissage. Pourquoi? Parce que ça, c'est des valeurs de J. Et je sais que la dégénérescence, elle est en 2J plus 1. Donc, celui-là, je peux en mettre 2. Celui-là, je peux en mettre 4. Celui-là, je peux en mettre 2. Donc là, j'en mets, il me faut 7 en tout et 7 en tout. Donc là, je mets les 4 et j'en ai un tout seul. Dégénérescence 2, dégénérescence 4. Et là, je peux en mettre 2, mais j'en mets qu'un parce que j'en ai que 7 de chaque côté. Ça va? Comment on va faire dans ce cas-là? C'est moins évident là, hein, parce que on en a deux qui veulent imposer leurs caractéristiques et dont il va falloir tenir compte des couplages possibles. Okay. Alors, encore une fois, quand j'écris 1,5, c'est que pour les protons, c'est soit en projection 1,5, soit moins 1,5. Mais on résume ça en disant que le grand J est égal à 1,5. Donc un grand J qui est égal à 1,5, ça veut dire un vecteur dont les projections ne peuvent être que 1,5 ou moins 1,5. Remarquez que le spin, quand on vous en a parlé, quand on dit un spin 1,5, c'est la même chose. On dit qu'il y a un vecteur qui n'a que deux projections possibles et dont les valeurs sont, vous prenez la valeur qu'on vous donne, 1,5, vous enlevez 1 et ça fait l'autre, moins 1,5. Donc c'est des valeurs valises en fait, c'est des valeurs multiples qui contiennent en elles-mêmes leur multiplicité, puisqu'il suffit de les doubler et d'ajouter 1 pour savoir combien de valeurs différentes sont possibles derrière cette valeur valise. Ça va mieux? Donc, le JP des protons, c'est 1,5 et le dernier proton, il est sur une couche P pour L, c'est-à-dire que L est égal à 1. Donc, c'est 1,5 moins. Et pour les neutrons, vous pouvez me le faire celui-là. C'est pareil. C'est pareil. Yes. 1,5 moins. Comment est-ce qu'on va déterminer le J tout court, c'est-à-dire le J du noyau? Il y a plusieurs cas de figure. Je vais le dessiner là pour ne pas changer de feuille. Quels sont ces cas de figure? Il faut faire un petit tableau. Pour la parité, en tout cas, c'est... pour la parité, on le sait, pardon. Pourquoi c'est moins là? Parce que P, ça correspond à un L de 1. Ah oui. Ça va? L égale 1 et pi égale moins 1 puissance L. Tiens, tant que j'y suis sur la parité totale du noyau, vous pouvez me la donner déjà.
C'est que sur J qu'on se pose des questions, mais sur la parité totale du noyau. C'est la parité des protons fois la parité des neutrons. Alors de tous les protons, mais il se trouve que cela Positif. est positive et que celle-là est négative. Fois la parité des neutrons, il se trouve que tout ce bloc-là a une parité positive et que c'est lui qui impose à tous les neutrons sa parité. Donc parité proton, c'est moins 1. Parité neutron, c'est moins 1 aussi. Donc on a une parité positive. La parité, on connaît pour l'azote 14. On vérifiera hein, si c'est ça, mais il n'y a pas de secret, il n'y a pas de problème. Il suffit de multiplier. Le problème, c'est la façon dont protons et neutrons vont coupler leur moment angulaire total et toutes les projections possibles que ça suppose pour donner celui du noyau global, quoi. En fait, il faut bien à nouveau prendre conscience de cette étrangeté des moments angulaires en méca-Q, et ça, vous êtes déjà plusieurs à me poser la question malgré mes efforts pour que ça passe. C'est vrai que ce n'est pas évident. Et donc, c'est une occasion supplémentaire pour mettre un pied là-dedans. Pour les différentes projections du moment angulaire total de protons, donc je vais l'appeler petit m, d'accord, JP c'est 1,5. Ça veut dire que ça correspond à un vecteur dont les projections, elles sont en quel nombre ces projections? Elles sont en nombre 2 fois 1,5 plus 1, c'est-à-dire qu'il y en a 2, et elles valent soit 1,5, soit moins 1,5, soit moins 1,5. Donc voilà les deux valeurs possibles pour le moment angulaire proton. Et pour les projections du moment angulaire neutron, c'est pareil. Ça va? Donc derrière ces deux chiffres en apparence élémentaires, 1,5 et 1,5, se cache une réalité un peu plus complexe, un peu plus parce que, heureusement, c'est une valeur faible là, je ne vais pas faire un gros tableau. C'est que quand on dit 1,5 en mécanique quantique, en fait, on dit 1,5 décliné sur toutes les projections possibles dégénérées à hauteur de 2 fois cette valeur plus 1. Okay, donc la réalité qui se cache derrière le couplage de 1,5 et 1,5, c'est plutôt la réalité qui se cache derrière le couplage de soit moins 1,5, soit 1,5, avec le couplage de soit moins 1,5, 1,5. Et ça peut donner comme valeur, ça peut donner moins 1, ça peut donner 0, ça peut donner 0, ça peut donner 1. OK? Et en fait, ça correspondrait, tous ces cas-là correspondent à un et un seul grand J possible à l'échelle du noyau, qui est le J qui serait égal à le J qui aurait 3 valeurs possibles, dont la valeur maximale de projection serait 1. C'est 1. Il y en a un qui arrive à parler quantique. Mais bon, ça va venir hein, pour les autres, vous en faites pas. C'est ça, en fait, qu'il faut voir. C'est que quand on vous dit, j'ai un truc, il a 3 valeurs de projection possibles. Il faut directement percuter en quantique, et ben, ça veut dire que c'est 1. Parce que le seul truc, le seul vecteur dont la norme est 1, alors il y a des unités, hein, ce n'est pas 1 tout seul, c'est 1 fois h bar. Et h bar, ça a une dimension bien particulière, c'est des joules secondes, c'est une unité de moment angulaire. Hein. Donc l'aspect dimensionnel, on l'a évacué pour que ça soit plus simple, mais c'est bien des moments angulaires, c'est bien une caractéristique d'un mouvement. Okay, quand j'écris grand J égale 1 pour le noyau, j'ai envie de l'écrire comme ça, tellement c'est une façon de parler, je dis que c'est une caractéristique vectorielle qui a 3 projections possibles et donc qui a une dégénérescence de 3. D'accord? Et l'autre, à quoi il correspond? L'autre valeur possible de J. Alors c'est soit l'une, soit l'autre, hein. On ne sait pas, c'est l'expérience qui va trancher. Un vecteur dont la projection maximale est 0 et qui a 2 fois 0 plus une valeur possible, c'est-à-dire une seule valeur possible, c'est... 0. Eh oui, c'est 0. Donc c'est 1, vous voyez. Voilà, c'est 1. Que ce soit l'oxygène 17 ou le fluor 17 dont on vient de parler, et pour lesquels, c'est des noyaux pair-impair, c'est le dernier neutron ou le dernier proton, le dernier nucléon célibataire qui détermine ce 5,5+.
quand vous regardez le schéma de niveau et que vous voyez que le nucléon célibataire est sur la sous-couche 1D5,5, la façon la plus simple d'exciter le noyau, c'est forcément de faire passer ce nucléon célibataire, qu'il soit proton ou neutron, sur la suivante, c'est-à-dire sur la 2S1,5. Et donc, très logiquement, le grand J qui était de 5,5 passe à 1,5. Encore une fois, on ne sait pas si c'est moins 1,5, 1,5. Et en fait, le noyau lui-même ne sait pas. Quand le grand J d'un noyau est 1,5, il est ni dans l'état 1,5, ni dans l'état moins 1,5. Il passe sans arrêt d'une projection à l'autre. C'est ça qu'impose le principe d'incertitude. C'est pour ça qu'on se limite à la valeur de sa projection maximale. Ça n'a pas de sens de vouloir à tout prix qu'il ait une valeur de projection bien fixe. OK ? Et quand on en met plusieurs sur une valeur de J donnée, considérez que tous les nucléons qui ont en commun la même valeur de J globale se partagent sans arrêt en changeant les valeurs, leurs projections. Donc si vous avez deux nucléons qui sont sur une couche 1,5, eh ben, un coup c'est l'un qui a 1,5 et l'autre moins 1,5, l'instant d'après c'est l'inverse, etc. Et ça marche pour 3,5, 5,5, pour n'importe quelle valeur de J. Okay ? Donc, votre noyau, il va passer de l'état 5,5 à l'état 1,5 à cause de ce simple nucléon qu'on appelle un nucléon de valence. Parce qu'il simplement, il change de niveau d'énergie comme les électrons de conduction et les électrons de valence. La parité, elle reste positive puisqu'on passe d'un D qui correspond à un L égale 2 à un S qui correspond à un L égale 0. Ça va ? Donc, j'ai presque envie de dire, pour les états excités, c'est tout simple. Sauf que pour des noyaux impair-impair, vous avez le choix. Vous pouvez faire monter que le neutron ou que le proton ou les deux. Et toute la complexité qui va apparaître rien qu'avec les nucléons de valence explique la complexité qu'on peut observer ce qu'on appelle des schémas niveaux, les level schemes que je vais vous montrer sur la live chart, qu'on connaît de tous les noyaux. Vous avez des schémas de niveaux excités. Donc vous avez le niveau du fondamental qu'on prend comme origine, et puis le premier niveau excité qui est plus élevé de exactement la différence d'énergie qu'il y a là dans l'exemple que je vous montre entre fluor 17 fondamental et fluor 17 excité entre le 1D5,5 et le 2S1,5. D'accord ? Donc la petite flèche qui monte correspond à la différence d'énergie qui existe entre le fondamental du fluor 17 et le premier niveau excité du fluor 17. Et puis après, toutes les combinaisons étant possibles, en général, ça vous donne une très grande complexité dans la succession de niveaux excités que vous avez pour chaque noyau. Donc, si vous voulez avoir une idée de cette complexité, dans la live chart, donc on était sur le fluor 17, j'y retourne, fluor 17. Vous cliquez sur le tout dernier onglet à droite, schéma plot. Vous rentrez les paramètres. Alors, si vous voulez avoir les tout premiers niveaux excités, vous demandez les niveaux qui sont entre 0 et 5 MeV, par exemple. Je me limite à 5000 keV, 5 MeV. Et vous redessinez ça. Voilà, vous avez vos niveaux excités. Donc, le fondamental, on le normalise à 0 juste pour pouvoir mesurer les différences avec les autres énergies. Donc, vous voyez que c'est bien le fluor 17. Hein. Est-ce que je ne peux pas dézoomer un peu là ? Ouais, si. Vous avez le fluor 17. Le premier état excité, c'est bien 1,5+, comme on vient de le déterminer. Et il est plus excité de 495, c'est toujours en keV. D'accord ? Donc, il y a à peu près 0,5 MeV d'énergie d'excitation qui va se manifester comment ? Alors, si votre énergie d'excitation elle est vraiment très grande, qu'elle est de quelques MeV, voire de 7, 8, 9, 10 MeV, vous avez assez pour éjecter un nucléon. C'est l'interaction forte
parce qu'elle est prioritaire, elle est plus intense, qui va conduire directement à l'éjection de votre nucléon. Si par contre, votre énergie d'excitation, qui correspond simplement à la différence d'énergie entre le 1D 5,5 et le 1, je ne me rappelle plus leur nom, entre le 1P 1,5 et le 1D, non, entre le 1D 5,5 et le 2S 1,5, pardon, qu'on vient de voir pour le fluor 17, et qui est d'à peu près 495 keV, là, ou à peu près 0,5 MeV, vous ne pouvez pas éjecter de nucléons. Ils sont tous trop liés, même ceux qui sont juste au dernier niveau. Et même si le tout dernier a été levé de 0,5 mètres de plus, il est toujours très loin de la sortie du puits de potentiel. D'accord ? Donc, la seule interaction qui va pouvoir gérer cet excès d'énergie, l'évacuer, c'est l'interaction électromagnétique. Et donc, les petites flèches noires qui descendent ces schémas de niveau, d'accord, ce sont des gammas. Vous avez l'émission d'un gamma de 495 keV.